Monsieur Vic, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur la personne qui s'est occupée de vous avant moi, dit le docteur Harrison en fronçant les sourcils tandis qu'il examinait les résultats de mes examens. Sa voix avait une gravité qui me noua l'estomac d'anxiété. C'était ma femme, répondis-je automatiquement. Elle est gynécologue, mais elle s'est toujours occupée des petits problèmes de santé de la famille. Le médecin resta silencieux pendant quelques secondes qui me parurent interminables, ajustant ses lunettes et regardant à nouveau l'écran de son ordinateur. Puis il rangea ses instruments et se tourna vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. « Monsieur Vic, ce que je vois ici ne devrait pas être présent dans votre organisme. Je vais avoir besoin d'examens plus approfondis, car ce que j'ai trouvé est extrêmement préoccupant. Je m'appelle Vic et, à 41 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver assis dans le cabinet d'un urologue à me demander si ma propre femme, celle en qui j'avais confiance depuis 16 ans de mariage, avait pu me faire du mal. Au cours des 8 derniers mois, j'avais souffert d'une douleur constante dans la région pelvienne qui apparaissait par vagues, me laissant courber de douleur. Mon énergie avait complètement chuté. Amanda me rassurait toujours en m'expliquant que c'était juste le stress du travail, que les hommes de mon âge étaient souvent confrontés à ces problèmes hormonaux. « C'est normal à 40 ans, chérie », répétait-elle chaque fois que je me plaignais. « Ton corps s'adapte. » Mais quelque chose en moi résistait à ces explications. Mon intuition me disait que ce qui m'arrivait était loin d'être normal. Quand Amanda est partie à un congrès médical à Chicago, j'ai décidé de demander un deuxième avis sans la prévenir. Le docteur Harrison a étudié attentivement mes analyses sanguines, hochant la tête de temps à autre. Son expression restait professionnellement neutre, mais j'ai remarqué que les muscles de sa mâchoire se contractaient. Il a changé plusieurs fois l'angle de l'écran, essayant d'obtenir une image plus claire des résultats. Finalement, il a posé les papiers sur la table et s'est tourné vers moi. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'a instinctivement fait serrer les poings. Ce n'était pas seulement de l'intérêt professionnel. C'était plutôt de la stupéfaction face à ce qu'il avait découvert. « Depuis combien de temps votre femme vous prescrit-elle des médicaments pour vos douleurs ?» m'a-t-il demandé en se nettoyant les mains avec un antiseptique. J'ai essayé de me souvenir. Il s'agissait généralement d'analgésiques hormonaux et parfois d'anti-inflammatoires sous forme de comprimés. Amanda insistait toujours sur le fait qu'elle connaissait mon corps mieux que n'importe quel médecin extérieur. Le docteur Harrison s'est dirigé vers le moniteur d'examen et a pointé du doigt une tache irrégulière et sombre dans la zone prostatique. « Regardez cette altération », dit-il d'une voix tendue. « Vos niveaux hormonaux sont complètement hors normes. Il semble qu'une substance synthétique ait été introduite dans votre organisme depuis longtemps. » Je sentis le sang se retirer de mon visage. « Une substance synthétique ?» répétai-je, incrédule. « Mais je ne prends que les médicaments qu'elle me donne. » Le médecin a pris la liste des médicaments que j'avais apportés et a examiné les comprimés. « Ce ne sont pas les médicaments décrits sur l'étiquette », a-t-il confirmé. « Ce qu'il y a ici, c'est un bloqueur hormonal extrêmement puissant, du type utilisé pour la castration chimique. » J'ai essayé de me concentrer, de me souvenir de tout ce qui pourrait expliquer ce qui se passait, mais ma mémoire ne m'aidait pas. J'avais toujours fait aveuglément confiance à Amanda. Elle connaissait ma peur des hôpitaux et des procédures médicales invasives. « Je dois faire des examens plus approfondis », a déclaré le docteur Harrison en se levant de son bureau. « Marqueurs inflammatoires, fonction hépatique, tout le spectre. Ce que je vois ici soulève de sérieuses inquiétudes quant à des dommages permanents à votre système reproducteur. » Il quitta le cabinet, me laissant seul avec des pensées terrifiantes. J'ai essayé de me calmer, cherchant une explication rationnelle. Peut-être que le médecin se trompait. Peut-être que c'était autre chose, pas les médicaments qu'Amanda me donnait. Quelques minutes plus tard, une infirmière est entrée dans la pièce avec un plateau pour le prélèvement sanguin. La jeune femme travaillait en silence, mais j'ai remarqué qu'elle échangeait un regard avec le médecin lorsqu'il est revenu. Il y avait un dialogue silencieux entre eux, plein d'anxiété professionnelle. « Docteur, les marqueurs hormonaux sont vraiment altérés », a dit la nurse à voix basse, en montrant les résultats d'un test rapide. J'ai entendu ces mots et j'ai senti tout mon être se contracter de peur. Quelque chose n'allait vraiment pas dans mon corps, quelque chose que je n'avais jamais soupçonné. Le docteur Harrison s'est assis en face de moi et a joint les mains sur la table. « Monsieur Vic, » dit-il sérieusement, « je dois être tout à fait honnête avec vous. Ce que j'ai trouvé dans votre organisme représente une menace réelle pour votre santé reproductive et générale. Il ne s'agit pas seulement de changements hormonaux temporaires. Si vous aimez cette histoire aux révélations choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une consultation médicale de routine peut complètement changer la vie d'une personne. Mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est ce qu'il a dit ensuite, des mots qui ont sonné comme une condamnation à mort pour tout ce que je croyais au sujet de mon mariage.
Étant donné les circonstances dans lesquelles ces bloqueurs hormonaux ont pu pénétrer dans votre organisme à votre insu, je vous recommande vivement de contacter les autorités. Ce qui vous est arrivé peut être qualifié de crime grave. » Ces mots ont sonné comme une condamnation à mort. J'ai pris la lettre de recommandation médicale avec des mains tremblantes, ne comprenant pas encore pleinement l'ampleur de ce à quoi j'étais confronté. Un crime. Qui aurait pu commettre un crime contre moi? Qui avait accès à mon corps alors que j'étais vulnérable? Une pensée unique, terrifiante et impossible, commençait déjà à se former au fond de mon esprit. Une pensée que je refusais d'accepter, mais qui expliquait tout. L'idée que la personne en qui j'avais le plus confiance au monde ait pu trahir cette confiance de la manière la plus monstrueuse qui soit. En sortant du centre médical, j'ai senti le monde dans lequel j'avais vécu ces 16 dernières années s'écrouler. Un monde où Amanda était une épouse aimante et une médecin attentionnée, où notre mariage semblait solide et fiable. Maintenant, ce monde se fissurait, et j'avais peur d'imaginer ce qui serait révélé lorsqu'il s'effondrerait complètement. En rentrant à la maison, je me suis rendu directement dans notre chambre et j'ai ouvert le tiroir où Amanda rangeait ses médicaments professionnels. J'avais toujours respecté sa vie privée en matière de santé, mais maintenant, chaque comprimé me semblait être une menace potentielle. Parmi les flacons d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un flacon presque vide d'acétate de cyprotérone, un bloqueur hormonal extrêmement puissant utilisé dans le traitement du cancer avancé de la prostate. L'étiquette indiquait qu'il avait été prescrit à un patient nommé Robert Chen, âgé de 73 ans. Mais le flacon se trouvait dans le tiroir personnel de ma femme. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait des recherches sur ce médicament. Les informations que j'ai trouvées m'ont donné la nausée. L'acétate de cyprotérone était utilisé pour la castration chimique dans les cas extrêmes. Les effets secondaires comprenaient une perte totale de libido, une atrophie musculaire, une dépression sévère et en cas d'utilisation prolongée, une infertilité permanente. Tous les symptômes que j'avais ressentis au cours des 8 derniers mois. Je me suis précipité dans la salle de bain et j'ai ouvert l'armoire à pharmacie. Les compléments vitaminiques qu'Amanda insistait pour que je prenne tous les matins s'y trouvaient. Pour garder ton énergie, chérie, disait-elle toujours avec ce sourire affectueux. J'ai cassé l'un des comprimés et les comparé à des photos en ligne. La couleur, la texture, même les marques sur les côtés étaient identiques à celles de l'acétate de cyprotérone. Ma femme me castrait chimiquement depuis 8 mois. Je me suis effondré sur le bord du lit, essayant d'assimiler l'énormité de cette trahison. Chaque matin, lorsqu'elle me tendait ses comprimés avec un baiser sur le front, elle m'administrait un poison lent qui détruisait ma masculinité cellule par cellule. Chaque « tu as l'air fatigué aujourd'hui » était une observation clinique des effets de son expérience. Le téléphone a sonné. C'était Amanda, qui appelait de Chicago. « Bonjour, mon amour », sa voix était douce et inquiète. « Comment te sens-tu aujourd'hui? As-tu pris tes vitamines ?» Pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu sa voix sans le filtre de l'amour et de la confiance. Je pouvais désormais détecter quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une note de satisfaction, presque scientifique, lorsqu'elle s'enquit de mon bien-être. Comme si elle surveillait les résultats d'une expérience. Je me sens un peu mieux aujourd'hui, mentis-je, testant sa réaction. Il y eut un silence presque imperceptible. Ah, tant mieux. Mais n'oublie pas de prendre tes vitamines, d'accord? Elles sont importantes pour ton rétablissement. Rétablissement de quoi? Elle n'avait jamais utilisé ce mot auparavant. Amanda, pourquoi as-tu choisi précisément ces vitamines? Ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Oh, tu sais bien, mon chéri. Je suis médecin. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Fais-moi confiance, comme toujours. Fais-lui confiance. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une plaisanterie cruelle. Après avoir raccroché, j'ai fouillé son bureau à la maison. Parmi les articles médicaux et la correspondance professionnelle, j'ai trouvé quelque chose qui a complètement bouleversé mon monde. Un dossier marqué « Recherche personnelle, VT », caché derrière des livres de médecine. À l'intérieur se trouvaient des documents qui révélaient toute l'étendue de la monstruosité qu'Amanda avait orchestrée. Des graphiques détaillés de mes niveaux hormonaux au cours des 8 derniers mois, des notes cliniques sur les changements dans mon comportement et mon apparence physique, et même des photos de moi prises à mon insu, documentant la détérioration progressive de ma masse musculaire. Mais le plus choquant était un journal médical dans lequel elle consignait chaque dose administrée et observait les résultats comme si j'étais un rat de laboratoire. Jour 92, le patient montre des signes de dépression profonde. La masse musculaire a diminué d'environ 15%, libido complètement supprimée. Réponse émotionnelle considérablement réduite. L'expérience progresse comme prévu. Expérience. Elle qualifiait notre mariage, ma vie, d'expérience. J'ai continué à lire,
sentant la nausée monter à chaque page. Amanda avait méthodiquement documenté ma destruction physique et mentale, observant avec un intérêt scientifique comment les bloqueurs hormonaux me transformaient d'un homme de 41 ans en bonne santé et actif en une ombre déprimée et physiquement affaiblie de moi-même. Mais la découverte la plus dévastatrice se trouvait dans la dernière entrée, datée d'il y a seulement 3 jours. J'envisage d'augmenter la posologie pour accélérer les effets permanents. Le patient ne montre toujours aucun signe de suspicion. La castration chimique progresse correctement, mais je dois m'assurer que les dommages sont irréversibles avant que toute intervention médicale externe ne soit sollicitée. Des dommages irréversibles. Elle ne se contentait pas de m'empoisonner. Elle luttait contre le temps pour s'assurer que je ne puisse jamais me rétablir, même si je découvrais la vérité. À ce moment-là, assis dans notre chambre, entouré des preuves de la trahison la plus profonde que je puisse imaginer, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne serais plus une victime silencieuse du sadisme scientifique de ma femme. Amanda avait commis l'erreur fatale de documenter méticuleusement tous ses crimes. Et maintenant, j'avais entre les mains non seulement les preuves de sa monstruosité, mais aussi une carte détaillée de sa façon de penser, de planifier, et plus important encore, de la manière dont elle pouvait être arrêtée. Alors qu'elle rentrait de Chicago en avion, convaincue que son expérience se déroulait sans encombre, je commençais déjà à planifier la riposte la plus calculée et la plus dévastatrice qu'elle puisse imaginer. Mais avant tout, je devais découvrir pourquoi la femme que j'aimais avait décidé de me détruire de manière aussi méthodique. Et j'avais le sentiment étrange que la réponse serait encore plus choquante que les crimes eux-mêmes. Le lendemain matin, Amanda est arrivée de Chicago avec sa valise rose familière et ce sourire radieux que j'associais autrefois à un amour sincère. Maintenant, en la regardant déballer ses affaires médicales, j'avais la nausée en voyant à quel point chacun de ses gestes semblait calculé, clinique. « Bonjour, mon amour », dit-elle en m'embrassant sur le front avec la même délicatesse qu'elle aurait utilisée pour examiner un patient. « J'espère que tu as pris tes vitamines pendant mon absence. Tu sembles un peu pâle. » Pâle. Bien sûr que j'avais l'air pâle. 8 mois de castration chimique avaient tendance à avoir cet effet. Oui, je les ai prises religieusement, mentis-je en esquissant un sourire. Comment s'est passé le congrès? Fascinant, répondit-elle, les yeux brillants d'une excitation que je reconnaissais désormais comme étant celle de la passion scientifique. De nouvelles études sur les thérapies hormonales chez les hommes ont été présentées. Des méthodes beaucoup plus efficaces pour traiter les déséquilibres. Le mot « déséquilibre » sonnait comme une plaisanterie cruelle. J'étais le déséquilibre qu'elle corrigeait. Amanda ouvrit son sac médical et en sortit un nouveau flacon de vitamines. Celle-ci était différente, plus grosse, d'une couleur légèrement plus foncée. Mon estomac se retourna lorsque je lus l'étiquette falsifiée. Complexe vitaminique avancé, formule masculine. J'ai apporté une version améliorée, m'a-t-elle expliqué en plaçant 2 gélules dans ma main. Concentration plus élevée. Vous vous sentirez beaucoup mieux avec celle-ci. Concentration plus élevée. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une alarme incendie. Elle accélérait le processus, exactement comme elle l'avait écrit dans son journal. En fait, chérie, je pense que les anciennes fonctionnaient bien. Ai-je tenté de rétorquer. Peut-être devrions-nous continuer avec le même dosage. Son expression a subtilement changé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une irritation clinique, comme si un patient remettait en question son protocole de traitement. « Vic, je suis médecin », dit-elle d'un ton légèrement condescendant. « Fais-moi confiance. Celles-ci sont meilleures. Bien meilleures. » Je fis semblant d'avaler les gélules, mais je les cachai sous ma langue jusqu'à ce que je puisse les recracher dans les toilettes. Quand je revins, Amanda observait ma réaction avec un intérêt scientifique trop évident. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, comme si elle chronométrait le début des effets. Un peu étourdie, mentis-je à nouveau. Elle prit mentalement note, ce que je pouvais clairement voir dans ses yeux. Elle noterait probablement plus tard, le patient présente des vertiges après une nouvelle dose. Réponse positive à l'augmentation de la concentration. Son téléphone a sonné et Amanda s'est éloignée pour répondre. J'en ai profité pour examiner les nouvelles gélules que j'avais cachées. J'en ai cassé une avec précaution et j'ai photographié le contenu avec mon téléphone portable. La poudre à l'intérieur avait une couleur différente et une odeur plus chimique que les précédentes. Pendant qu'elle parlait à voix basse dans l'autre pièce, j'ai envoyé un message au docteur Harrison. « Je dois vous voir de toute urgence. Ils ont apporté une nouvelle formule. » Sa réponse est arrivée en quelques minutes. « Venez tout de suite. J'ai les résultats de vos examens précédents. Les nouvelles ne sont pas bonnes. » Quand Amanda a raccroché, j'avais déjà une excuse toute prête. « Je dois sortir un moment, ai-je dit. Je vais retrouver Jake pour prendre un café. »
Je me sens claustrophobe. Jake ? A-t-elle demandé, et j'ai remarqué une pointe de suspicion dans sa voix. Vous ne vous êtes pas parlé depuis des mois. Merde. Elle connaissait ma vie sociale mieux que je ne le pensais. Il m'a appelé hier. Ai-je improvisé? Il veut parler de problèmes conjugaux. Amanda s'est détendue. Les problèmes conjugaux des autres l'intéressaient toujours, probablement comme étude de cas pour la manipulation émotionnelle. Au cabinet du docteur Harrison, les nouvelles étaient dévastatrices. Mon taux de testostérone avait chuté à moins de 5% de la normale. Mon nombre de spermatozoïdes était nul. 0. Les dommages causés à mon système reproducteur étaient déjà importants. Monsieur Vick, a déclaré le médecin d'un ton grave, si nous continuons sur cette voie pendant encore quelques semaines, les effets seront irréversibles. Nous parlons ici de castration chimique permanente, d'ostéoporose précoce, de dépression sévère et de possibles dommages cardiovasculaires. Je lui ai montré les nouvelles gélules. Son analyse rapide a confirmé mes pires craintes. Cette formule est au moins 3 fois plus puissante que la précédente, expliqua-t-il. Celui qui l'a formulée sait exactement ce qu'il fait. Et il est pressé. À ce moment-là, tout s'est mis en place. Amanda savait que j'avais changé de comportement. Elle avait peut-être remarqué ma résistance croissante aux vitamines. Son voyage à Chicago n'était pas pour un congrès, mais pour obtenir une formule plus puissante, une formule qui mettrait définitivement fin à son expérience avant que je ne découvre la vérité. Docteur, lui ai-je demandé, combien de temps me reste-t-il avant que les dommages ne deviennent irréversibles? Avec ce nouveau dosage? Peut-être 2 semaines. 3 au maximum. 2 semaines. Amanda m'avait condamné à 2 semaines de mort reproductive, et je continuais à jouer le rôle du mari confiant qui avalait docilement son poison quotidien. Je suis rentré chez moi avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne serais plus une victime passive des expériences sadiques de ma femme. Si elle voulait jouer au docteur avec moi, elle allait découvrir que je pouvais aussi jouer. Pendant qu'Amanda préparait le dîner, fredonnant joyeusement comme si elle n'avait pas essayé de précipiter ma castration chimique permanente, j'ai commencé à élaborer un plan. Elle avait commis une erreur fondamentale. Elle avait méticuleusement documenté tous ses crimes. Et maintenant, j'avais accès non seulement aux preuves, mais aussi à son esprit. Je savais comment elle pensait, comment elle planifiait, quelles étaient ses vulnérabilités. Amanda était brillante, mais son arrogance scientifique causerait sa perte. Elle se considérait comme une chercheuse et moi comme un objet d'étude. Mais les objets d'étude n'ont pas pour habitude d'étudier en retour. Pendant le dîner, j'ai observé chacun de ses mouvements d'un œil nouveau. La façon dont elle vérifiait discrètement si j'avais pris mes vitamines. La façon dont elle me posait des questions apparemment anodines sur mon état de santé. La façon dont elle notait mentalement chacune de mes réponses. « Chérie, dit-elle en coupant le saumon avec une précision chirurgicale, j'ai une surprise pour toi. J'ai pris rendez-vous avec un endocrinologue la semaine prochaine. Je pense qu'il serait bon d'examiner ces problèmes d'énergie que tu rencontres. » Un endocrinologue. Bien sûr. Un spécialiste qui confirmerait que mes niveaux hormonaux étaient catastrophiquement bas et recommanderait des examens complémentaires. Amanda créerait une piste de preuve médicale légitime pour expliquer mon état, éliminant ainsi tout soupçon futur d'empoisonnement. C'est très attentionné de ta part, répondis-je en gardant un ton neutre. Mais à l'intérieur, une rage froide se cristallisait en quelque chose de beaucoup plus puissant, une détermination absolue. Cette nuit-là, tandis qu'Amanda dormait paisiblement à mes côtés, rêvant probablement de graphiques hormonaux et de notes cliniques, je restais éveillé dans le noir, à élaborer des plans. Elle avait accès à mon corps, mais j'avais accès à son esprit grâce aux documents que j'avais découverts. Je connaissais ses méthodes, ses calendriers, son réseau professionnel. Et surtout, je connaissais son ego. Amanda se considérait comme intouchable parce qu'elle était respectée, méthodique et prudente. Mais la prudence excessive laisse des traces. La méthodologie crée des schémas. Et le respect professionnel peut se transformer en scandale dévastateur avec les bonnes preuves. Alors qu'elle respirait doucement, ignorant que son objet d'étude était devenu le chercheur, j'ai commencé à élaborer une vengeance aussi méticuleuse qu'elle-même. Si Amanda voulait jouer au médecin, elle découvrirait que certains patients peuvent être plus dangereux que n'importe quelle maladie. Et si elle pensait que 2 semaines suffisaient pour achever mon extermination reproductive, elle découvrirait que 2 semaines suffisaient également pour orchestrer une destruction bien plus complète. À partir de ce matin-là, chaque vitamine qu'elle m'offrait serait une nouvelle occasion de recueillir des preuves. Chaque question clinique qu'elle me posait deviendrait une information que j'utiliserais contre elle. Chaque sourire faux serait une preuve supplémentaire de sa psychopathie médicale. Amanda m'avait fatalement sous-estimé.
Elle pensait qu'un homme dont la testostérone était supprimée serait moins capable de riposter. Elle n'avait pas prévu que la castration chimique pouvait clarifier l'esprit d'une personne, en supprimant les distractions romantiques et sexuelles pour révéler une logique meurtrière pure. Mais avant de mettre mon plan à exécution, je devais comprendre parfaitement pourquoi. Pourquoi la femme qui était censée m'aimer avait-elle décidé de me détruire de manière aussi systématique? La réponse à cette question déterminerait non seulement l'ampleur de ma vengeance, mais aussi sa nature spécifique. Et j'avais le sentiment que lorsque je découvrirais toute la vérité, ma rage actuelle me paraîtrait presque douce en comparaison. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'avaler les nouvelles gélules avec la même obéissance que d'habitude, mais cette fois, j'ai photographié chacune d'elles avant de les jeter. Amanda observait ma réaction avec un intérêt scientifique à peine dissimulé, chronométrant mentalement le temps que les nouveaux composés mettraient à faire effet. « Comment te sens-tu aujourd'hui » m'a-t-elle demandé, comme elle le faisait chaque matin depuis 8 mois. « Un peu plus fatigué », ai-je menti, remarquant que ses yeux brillaient légèrement de satisfaction. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai rapidement fouillé son ordinateur portable personnel. Le mot de passe était ma date de naissance, une ironie cruelle étant donné qu'elle était en train de détruire systématiquement ma vie. Ce que j'ai trouvé dans l'historique de navigation m'a glacé le sang. Des recherches récentes sur les effets irréversibles de la castration chimique, les doses mortelles d'acétate de cyprotérone et, plus terrifiant encore, comment simuler une mort par crise cardiaque chez les hommes sous traitement hormonal. Amanda n'essayait pas seulement de me castrer chimiquement. Elle prévoyait de me tuer. J'ai rapidement tout photographié, enregistrant les preuves dans un dossier crypté sur mon téléphone portable. Chaque capture d'écran était une preuve supplémentaire de la préméditation absolue de ces crimes. Mais la découverte la plus choquante se trouvait dans un dossier intitulé « Projet VT, phase finale ». À l'intérieur se trouvait un calendrier détaillé. Semaine 1, augmenter la dose de 300%. Semaine 2, introduire de la digitaline pour simuler des problèmes cardiaques. Semaine 3, crise cardiaque naturelle pendant un épisode de douleur causé par la suppression hormonale. La digitaline, un composé dérivé de la plante digitale, utilisé à petite dose pour les problèmes cardiaques, mais mortel à plus forte dose. Amanda avait planifié non seulement ma castration, mais aussi mon assassinat, le tout déguisé en complications médicales naturelles d'un homme d'âge mûr. Le bruit de la douche s'est arrêté. J'ai rapidement fermé mon ordinateur portable et je suis retourné dans la cuisine, faisant semblant de préparer le café. Quand Amanda est apparue, souriante et radieuse comme toujours, j'ai dû me retenir pour ne pas vomir. Chaque baiser matinal, chaque « Comment as-tu dormi, chérie ?» faisait partie d'une mise en scène grotesque alors qu'elle calculait le nombre de jours qui restaient avant ma mort programmée. « Je dois partir tôt aujourd'hui », a-t-elle dit en rangeant quelques flacons médicaux dans son sac. « J'ai une opération complexe. » Une opération. Ou peut-être allait-elle chercher la prochaine étape de mon empoisonnement. Dès qu'Amanda est partie, j'ai appelé le docteur Harrison. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose qui peut sembler insensé, » lui ai-je dit. Ma femme n'essaie pas seulement de me castrer chimiquement. Elle prévoit de me tuer. 2 heures plus tard, j'étais dans son bureau avec toutes les preuves imprimées. Le docteur Harrison a étudié les photos avec une expression de plus en plus sombre. « Monsieur Vick, ce que vous avez découvert ici ne documente pas seulement une agression, mais un complot en vue de commettre un homicide, » a-t-il déclaré gravement. « Nous devons immédiatement impliquer la police. »« Pas encore, » ai-je répondu. « Si nous l'arrêtons maintenant, elle pourrait prétendre qu'elle faisait simplement des recherches pour d'autres patients. J'ai besoin de plus de preuves. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi. » Le docteur Harrison m'a regardé avec inquiétude. « Monsieur Vick, vous jouez avec le feu. Si elle soupçonne que vous savez, elle accélérera son plan, » ai-je ajouté. « C'est pourquoi je dois être plus malin qu'elle. » J'ai passé le reste de la journée à la bibliothèque municipale à faire des recherches sur l'acétate de cyprotérone et la digitaline. J'ai appris que cette combinaison était particulièrement mortelle, car les hormones supprimées rendaient le cœur plus sensible au glycoside cardiaque. Amanda avait choisi une méthode de meurtre qui semblerait non seulement naturelle, mais inévitable. Mais j'ai également découvert quelque chose qu'elle ignorait. L'acétate de cyprotérone laissait des traces détectables dans les cheveux pendant 6 mois. Et la digitaline pouvait être identifiée dans les analyses toxicologiques jusqu'à 2 semaines après son administration. Si je parvenais à faire les bons tests au bon moment, j'aurais des preuves physiques irréfutables. Ce soir-là, Amanda est rentrée à la maison particulièrement affectueuse. Elle a préparé mon plat préféré, a ouvert une bouteille de vin coûteux et a même suggéré que nous regardions un film romantique ensemble. Tout le comportement de quelqu'un qui crée un dernier souvenir heureux avant de commettre un crime. « Tu sembles plus détendu aujourd'hui », a-t-elle commenté pendant le dîner, en observant attentivement mon expression.
Les nouvelles vitamines doivent faire effet. Ai-je menti en esquissant un sourire? Ses yeux ont brillé de satisfaction clinique. Excellent. J'ai augmenté la concentration spécialement pour tes besoins. Mes besoins. Comme si ma castration et ma mort étaient des prescriptions médicales légitimes. Après le dîner, Amanda a proposé de me préparer mon dessert préféré, le tiramisu. Je l'ai observé dans la cuisine à travers le reflet de la fenêtre, remarquant qu'elle avait ajouté quelque chose d'extra aux œufs avant de le monter. Une poudre blanche qui n'était certainement pas du sucre. Si vous suivez ce parcours ponctué de découvertes choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la façon dont j'ai réussi à renverser la situation face à une tueuse professionnelle surprendra même les plus expérimentés. Chérie, ton dessert est prêt, a-t-elle chanté en m'apportant une généreuse portion. En fait, je suis vraiment rassasié, ai-je répondu. Et si on le gardait pour demain? Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une véritable irritation traverser son visage. Elle avait parfaitement calculé le moment pour administrer une nouvelle dose de poison, et mon refus venait perturber ses plans méticuleux. Mais je l'ai fait spécialement pour toi, insista-t-elle en poussant l'assiette vers moi. Merci, chérie. Je le mangerai demain matin, promis. Elle rangea le tiramisu dans le réfrigérateur, mais je remarquai qu'elle marqua discrètement le récipient d'une petite étiquette. Probablement pour s'assurer que je mangerais bien cette portion empoisonnée. Cette nuit-là, tandis qu'Amanda dormait profondément à mes côtés, probablement en rêvant de mon obituaire, j'ai mis en œuvre la première phase de mon propre plan. À l'aide de son ordinateur portable, j'ai accédé à son compte de messagerie professionnelle et j'ai trouvé des correspondances avec un laboratoire pharmaceutique du Delaware. Amanda achetait depuis des mois des composés chimiques illégaux, utilisant sa licence médicale pour acquérir des substances qui n'avaient aucune utilisation légitime dans sa pratique gynécologique. Les factures indiquaient des achats de cyprotérone acétate en quantité hospitalière et de digitaline purifiée à des concentrations qui n'avaient de sens que pour la recherche ou le meurtre. Plus important encore, j'ai trouvé des emails dans lesquels elle discutait de protocoles expérimentaux pour la suppression hormonale permanente, avec un contact mystérieux identifié uniquement comme Dr K. Les messages révélaient que je n'étais pas son premier patient non consentant. Le sujet précédent a développé une résistance plus rapidement que prévu, avait écrit Amanda 3 mois auparavant. J'ai dû passer à la phase cardiaque plus tôt que prévu. Cette fois-ci, je suis plus prudente avec le dosage initial. Sujet précédent. Il y avait eu un homme avant moi qu'Amanda avait assassiné en utilisant le même protocole. J'ai copié tous les messages, enregistré les factures des laboratoires et téléchargé l'historique complet de ses recherches médicales. Chaque fichier était une preuve supplémentaire qui rendrait impossible toute allégation d'innocence. Mais je devais encore comprendre le motif. Pourquoi la femme que j'avais épousée 16 ans auparavant avait-elle décidé de faire de moi un cobaye pour des expériences mortelles? La réponse se trouvait dans un dossier caché au fond de ses archives, protégé par plusieurs couches de cryptage. Il m'a fallu près de 2 heures pour le décoder, mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur expliquait tout. Amanda avait conservé des registres détaillés de ses recherches sur les hommes pendant 15 ans. Ce n'était pas une épouse devenue meurtrière, mais une tueuse en série qui utilisait le mariage comme couverture pour ses expériences sadiques. Le premier nom sur la liste était celui de David Morrison, avec qui Amanda avait été mariée pendant 3 ans avant de me rencontrer. Cause officielle du décès, crise cardiaque à l'âge de 42 ans. Mais les notes secrètes d'Amanda documentaient des mois d'empoisonnement hormonal qui avaient abouti à une overdose de digitaline. Le deuxième était Marcus Chen, probablement le véritable patient dont elle détournait les médicaments. Cause officielle du décès, complications liées à un cancer de la prostate. Réalité, castration chimique expérimentale suivie d'un meurtre lorsqu'il a commencé à avoir des soupçons. Je serais le 3e. Mais Amanda avait commis une erreur cruciale dans son arrogance. Elle documentait tout, tenait des registres détaillés comme toute chercheuse fière de son travail. Et maintenant, j'avais des preuves non seulement de mon propre empoisonnement, mais aussi d'au moins 2 homicides antérieurs. Lorsque le soleil s'est levé, je n'étais plus une victime confuse essayant de comprendre pourquoi sa femme l'empoisonnait. J'étais un homme disposant de preuves matérielles de multiples meurtres prémédités, ayant accès à ses méthodes et connaissant parfaitement ses horaires. Amanda descendit pour le petit déjeuner en fredonnant, visiblement satisfaite des progrès de sa dernière expérience. Mais lorsqu'elle me vit assis à table avec une expression différente sur le visage, son expression changea légèrement. « Tu vas bien, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix prenant ce ton clinique que je reconnaissais désormais comme de l'intérêt scientifique. « Je ne me suis jamais senti aussi bien, » répondis-je, et pour la première fois en 8 mois, c'était vrai. Car tandis qu'Amanda croyait mener son expérience finale, j'étais sur le point de lui apprendre que certains sujets de recherche peuvent devenir des chercheurs. Et ma première hypothèse était simple.
Que se passerait-il si une tueuse en série découvrait que sa prochaine victime était au courant non seulement de son crime actuel, mais aussi de tous les précédents? J'étais sur le point de le découvrir. Amanda m'a servi mon café du matin avec ce sourire radieux que je reconnaissais désormais comme de la satisfaction scientifique. 2 gélules plus grosses que la normale reposaient à côté de la tasse, accompagnées d'une généreuse part du tiramisu spécial que j'avais préparé la veille. « Chérie, tu as vraiment besoin de prendre tes vitamines aujourd'hui », dit-elle en observant ma réaction avec un intérêt médical à peine dissimulé. « Et goûte le dessert. J'ai ajouté des ingrédients supplémentaires qui te donneront beaucoup plus d'énergie. » De l'énergie. L'ironie était presque drôle, étant donné qu'elle accélérait le calendrier pour me tuer. « En fait, Amanda, dis-je en repoussant les gélules, je pense que je n'aurai plus besoin de ces vitamines. » Son expression changea instantanément. Son sourire affectueux se transforma en quelque chose de beaucoup plus clinique, presque prédateur. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, et pour la première fois en 8 mois, j'entendis une note d'inquiétude sincère dans sa voix. « Je veux dire, » répondis-je calmement, « que j'ai découvert ce que contiennent réellement ces gélules. De l'acétate de cyprotérone à une dose 3 fois supérieure à la dose thérapeutique. Suffisante pour provoquer une castration chimique permanente en quelques semaines. » Elle pâlit. Pendant quelques secondes, il y eut un silence absolu dans la cuisine. Puis Amanda tenta de retrouver son sang-froid, mais je voyais son cerveau tourner à toute vitesse, essayant de calculer ce que je savais et comment elle pourrait se sortir de cette situation. « Vic, tu délires, » dit-elle en forçant un rire. « Ce sont des vitamines ordinaires que j'ai achetées à la pharmacie. Tu devrais peut-être consulter un psychiatre si tu as des idées paranoïaques à propos d'eux. » David Morrison. L'interrompis-je. Elle s'arrêta immédiatement de parler. 3 ans de mariage. Mort d'une crise cardiaque à 42 ans après des mois de problèmes de santé inexpliqués. C'était ton premier, n'est-ce pas? Ses mains se mirent à trembler légèrement. Et Marcus Chen. Cancer de la prostate fulgurant à 45 ans. Il est intéressant de noter que vos 2 ex-maris sont morts de causes que vous pourriez facilement simuler avec les bons médicaments. Amanda s'est levée de table, ses mains cherchant instinctivement le tiroir où elle rangeait ses flacons de médicaments. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, sa voix prenant un ton désespéré. Ils étaient problématiques. David me trompait. Marcus a découvert des incohérences dans mes dossiers médicaux. J'ai juste résolu les problèmes. Vous avez résolu les problèmes en les assassinant, dis-je, en gardant ma voix calme et maîtrisée. Ce n'étaient pas des meurtres, répliqua-t-elle, son masque tombant enfin complètement. C'était des expériences cliniques nécessaires. Je faisais progresser les connaissances médicales sur la suppression hormonale. Ils ont contribué à la science. Contribué à la science. Elle croyait vraiment à sa propre psychopathie. Et moi? Quelle était ma contribution à la science, Amanda? Elle m'a regardé comme si la question était ridicule. Tu étais le sujet de contrôle parfait. En bonne santé, confiant, sans antécédents médicaux. Je voulais documenter un protocole de castration chimique qui fonctionnerait sans être détecté pendant au moins 1 an. Tu étais idéal. Idéal. 16 ans de mariage, et je n'étais qu'un sujet de recherche idéal. Mais tu as tout gâché, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant un ton presque enfantin de frustration. En allant voir ce médecin, en posant des questions. J'avais des délais à respecter, des résultats à documenter. Maintenant, je vais devoir accélérer pour passer à la phase finale. Phase finale. Elle parlait de mon meurtre comme s'il s'agissait d'un protocole médical de routine. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Amanda a regardé, perplexe, nous n'attendions personne. Mais je savais exactement qui c'était. Vic. La voix du détective Bradley a résonné dans le couloir. Nous entrons comme convenu. L'expression d'Amanda se transforma en pure horreur lorsque 3 agents entrèrent dans la cuisine, suivis par le docteur Harrison et le détective Bradley. Amanda Tam, dit le détective d'une voix officielle, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, empoisonnement et lien possible avec les décès de David Morrison et Marcus Chen. C'est ridicule, s'écria Amanda, mais sa voix semblait désormais hystérique. Mon mari fait une dépression nerveuse. Il a besoin d'une aide psychiatrique. Pas. Madame Tam, l'interrompit le docteur Harrison, nous avons ici les résultats des analyses toxicologiques de votre mari. Son taux d'acétate de cyprotérone est 50 fois supérieur à la normale. Nous avons également trouvé des traces de digitaline dans son sang. De la digitaline. Elle avait déjà commencé à m'empoisonner avec ce médicament pour le cœur. Le détective Bradley s'approcha d'Amanda avec les menottes. Nous avons un mandat de perquisition pour cette résidence.
Vos ordinateurs, vos dossiers médicaux et tous vos médicaments seront confisqués pour analyse. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Amanda, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait qu'elle était finie. Je suis médecin. J'ai des droits. Vous n'avez aucune preuve. En fait, dis-je en me levant de la table, nous avons de nombreuses preuves. Je pris mon téléphone et lui montrai les photos que j'avais prises de ses dossiers. Correspondance avec des laboratoires illégaux. Protocole détaillé d'empoisonnement. Et particulièrement intéressant, vos échanges de mails avec le Dr K, discutant de sujets précédents qui t'ont développé une résistance plus rapidement que prévu. Amanda pâlit encore plus. Vous avez fouillé dans mes dossiers personnels, murmura-t-elle, comme si c'était une trahison plus grave que d'avoir tenté de m'assassiner. J'ai fouillé les dossiers d'une tueuse en série, ai-je corrigé. Des dossiers qui documentent au moins 3 tentatives d'homicide par empoisonnement, dont 2 réussies. Le détective Bradley lui a passé les menottes tout en lui lisant ses droits. Mais Amanda semblait être en état de choc, marmonnant sans cesse à propos de protocoles expérimentaux et de sujets non coopératifs. « Vic, a-t-elle dit alors qu'il s'apprêtait à l'emmener, vous ne comprenez pas l'importance scientifique de ce que je faisais. Les données que j'ai recueillies pourraient révolutionner le traitement hormonal. » Amanda, ai-je répondu calmement, la seule chose que vous avez révolutionnée, c'est ma compréhension de la profondeur de la malveillance dont une personne peut faire preuve tout en conservant une apparence de normalité. Pendant qu'on l'emmenait, Amanda a continué à protester sur la validité scientifique de ses expériences, comme si assassiner 3 maris était un projet de recherche légitime. Après son départ, le détective Bradley s'est tourné vers moi. « Monsieur Vic, je dois dire que votre détermination à documenter les preuves avant de nous contacter était courageuse, bien que risquée. Si elle avait découvert que vous étiez au courant, elle aurait accéléré le processus, ai-je ajouté. C'est pourquoi j'ai dû être si prudent. » Le docteur Harrison s'est approché avec un rapport médical. La bonne nouvelle, c'est que nous avons stoppé l'empoisonnement avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Avec un traitement approprié, votre fonction hormonale devrait se rétablir complètement. Vous avez eu beaucoup de chance. De la chance. Ou peut-être simplement la détermination de ne pas me laisser devenir une statistique de plus dans les expériences d'une psychopathe. Si vous suivez cette quête de survie et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce n'est pas encore fini. Ce que nous avons découvert dans les ordinateurs d'Amanda allait révéler un réseau criminel encore plus vaste. Il y a autre chose, a déclaré le détective Bradley en consultant ses notes. Nous avons trouvé des preuves qu'Amanda pourrait être liée à d'autres décès suspects dans 2 États différents. Des hommes d'âge mûr, tous mariés à des femmes médecins, sont tous morts de complications cardiaques après des périodes de détérioration inexplicable de leur santé. D'autres décès. Amanda n'était pas seulement une tueuse en série, elle faisait partie d'un réseau plus vaste. Le « Dr K » mentionné dans votre correspondance, nous l'avons identifié comme étant le Dr Karen Whitfield, endocrinologue à Portland. Nous collaborons avec les autorités locales pour enquêter sur un éventuel réseau de professionnels de santé utilisant l'empoisonnement hormonal comme méthode d'homicide. Un réseau. Amanda avait transformé le meurtre de ses maris en une méthodologie médicale partagée entre collègues. 2 jours plus tard, j'ai regardé les informations qui rapportaient l'arrestation d'Amanda et de 3 autres femmes médecins dans différents États. 16 hommes tués en 20 ans. Tous lentement empoisonnés par leurs épouses qui avaient juré de protéger leur vie. Le journaliste a décrit comment le réseau hormonal, comme les médias l'avaient surnommé, fonctionnait en échangeant des protocoles d'empoisonnement déguisés en recherche médicale légitime. Chaque expérience affinait les méthodes pour les suivantes. J'avais été programmé pour être le 17e. En éteignant la télévision, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, un véritable espoir. Non seulement au sujet de mon rétablissement physique, mais aussi au sujet de la possibilité de reconstruire une vie fondée sur une confiance réelle, et non sur l'illusion manipulée par une meurtrière. La véritable ironie était qu'Amanda, dans son arrogance scientifique, avait documenté ses crimes avec tant de minutie qu'elle avait fourni aux autorités suffisamment de preuves pour démanteler une opération qui durait depuis 2 décennies. Elle a essayé de me transformer en statistique. Au lieu de cela, c'est elle qui est devenue une statistique. Et tandis que je commençais mon processus de rétablissement physique et émotionnel, Amanda était confrontée à la perspective de passer le reste de sa vie à documenter une expérience très différente, celle d'être étudiée, analysée et cataloguée par le système pénitentiaire. Mais une dernière découverte m'attendait, une découverte qui allait tout changer à nouveau et révéler que, même en connaissant la vérité sur Amanda, je ne comprenais toujours pas toute l'étendue du cauchemar dans lequel j'avais vécu pendant 16 ans. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le tribunal fédéral, regardant Amanda recevoir sa sentence,
25 ans de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre prémédité multiple. La femme que j'avais un jour appelée ma femme portait désormais un uniforme orange, les menottes cliquetant à chacun de ses mouvements. Ce qui me frappe le plus, a déclaré le juge Miller, c'est la froideur calculatrice avec laquelle l'accusé a documenté ses crimes. Il ne s'agissait pas d'actes impulsifs commis sous le coup de la passion, mais d'expériences systématiques menées sur des êtres humains innocents. Amanda est restée impassible pendant toute la lecture du verdict. Lorsque le marteau a frappé, scellant son destin, elle s'est tournée une dernière fois vers moi. Je n'ai vu aucun remords dans ses yeux, seulement une irritation scientifique, comme si j'étais un sujet de recherche qui avait gâché ses données. Les enquêtes ont révélé un réseau encore plus étendu que nous ne l'imaginions. Le réseau hormonal opérait depuis 22 ans, Amanda étant le mentor d'au moins 8 autres femmes médecins à travers le pays. 23 hommes morts, des dizaines d'autres partiellement empoisonnés comme moi. Le docteur Harrison m'accompagnait lors de mes consultations mensuelles de rétablissement. Mes niveaux hormonaux étaient revenus à la normale après 8 mois de traitement. J'avais retrouvé mon énergie, ma masse musculaire s'était reconstruite et plus important encore, ma capacité à faire confiance aux autres était progressivement revenue. Vous avez eu une chance extraordinaire, m'a-t-il dit lors de la dernière consultation. Quelques semaines de plus avec ce dosage et les dommages neurologiques auraient été permanents. De la chance. Je préfère parler d'intuition et de courage d'agir quand quelque chose semblait ne pas aller. 6 mois après le procès, j'ai déménagé à Denver, où personne ne connaissait mon histoire. J'ai ouvert une petite agence de conseil en sécurité numérique, spécialisée dans la protection des personnes vulnérables contre les crimes technologiques. Ironique comme l'expérience d'être victime m'a transformé en expert en protection. Un après-midi d'octobre, j'ai rencontré Rachel dans un café local. Elle était pédiatre, douce et authentique d'une manière qu'Amanda n'avait jamais été. Lorsque j'ai mentionné en passant que je sortais d'un mariage difficile, elle a simplement acquiescé avec compréhension, sans poser de questions indiscrètes. Parfois, a-t-elle dit en remuant le sucre dans son café, les pires expériences nous préparent à reconnaître les meilleures. 6 mois après le début de notre relation, Rachel m'a demandé de l'épouser. Un renversement des rôles qui m'a fait rire sincèrement pour la première fois depuis des années. Lors de la cérémonie simple, en présence de quelques amis proches, je me suis promis de ne plus jamais confondre l'amour véritable avec la manipulation. Le docteur Harrison était mon témoin. Pendant son discours, il a dit « Vic m'a appris que la survie n'est pas seulement une question physique, mais aussi une question de maintien de la dignité humaine même lorsque d'autres tentent de la voler. » 1 an après notre mariage, Rachel et moi avons adopté 2 enfants. Emma, 7 ans, et Marco, 5 ans, 2 frères et sœurs qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Apprendre à Emma à faire du vélo, aider Marco à faire ses devoirs. Des expériences qu'Amanda avait prévu de lui refuser à jamais. Je reçois parfois des lettres de prison. Amanda y parle de ses recherches continues, comme si elle menait encore des expériences légitimes. Je brûle ces lettres sans les lire. Certaines portes, une fois fermées, doivent rester verrouillées à jamais. La véritable victoire n'a pas été de l'avoir emprisonnée, mais de découvrir que je pouvais à nouveau aimer sans paranoïa constante. Rachel connaît toute mon histoire, mais elle ne l'utilise jamais contre moi. Elle comprend que la confiance se reconstruit par des actions cohérentes, et non par des paroles vides de sens. Si ce parcours de survie et de reconstruction vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé de rester des victimes et ont trouvé des moyens de transformer leur traumatisme en motivation. Aujourd'hui, en regardant Emma et Marco jouer dans le jardin de notre maison, je comprends qu'Amanda n'a pas réussi à détruire ma capacité à être père. Elle a seulement retardé jusqu'à ce que je trouve les bons enfants et la bonne partenaire. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle purgeait une peine en isolement pour avoir tenté d'empoisonner une codétenue. Certains prédateurs n'apprennent jamais. Moi, j'apprends à Marco à jouer aux échecs en lui expliquant que chaque pièce a une valeur unique et que les vraies victoires exigent de la patience, de la stratégie et surtout du respect pour l'adversaire. Certaines leçons ne s'apprennent qu'en survivant au pire de la nature humaine. ¿Quién está efectuando? Está hablando solo, me da miedo. ¿A quién banearon? No, no puedo. No, lo banearon y lo desbanearon. Porque se pasó. No, no me gusta este modo.
Boludo, ¿puedes creerlo, Joey, que me quedé sin pila en el mouse y dejé de... tipo, no lo fui a comprar. Mi libertad no la quiero. Pila recal... What the fuck. Acá en... ¿Qué pasó? Acá en esa tecnología en mi provincia no existe. Tipo acá pedaleamos con una bici para tener energía. Sí debe haber. No hay. Estudien. Mal, si no... ¿Qué tienen? Ah, pregúntale a Spring. Vaya. ¿Sabes lo que me dijeron ese? Que tiene marca y no convida. Son gente mala. ¿Por qué no me pega? No. Está bueno, me gustó. Ni comete que no se ven. ¿Cómo que no? A ver. Un pajero ese lo vi batiendo ayer con un menor. ¿A quién? El deudas. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas. A ver. Me dejan... No. Espectador UHC. Sí. Serenito dice, pero ¿qué te dijeron, pendeja? Ah. Me olvidé, imbécil. Me dijeron que vos pasás mejor tiempo con el grupo de Crow. Que te divertías más. Eso se dice por las calles. Serenito dice, ¿quién te dijo eso? Alex. Naza seguro. Me lo dijo Alex, con el que justo jugaste. Así que nada, ya sabemos por qué no jugas con nosotros. Serenito dice, mira quién habla. Pero ustedes juegan LOL, boludo, no tengo ganas de jugar LOL. Yo quiero jugar algo más, no sé.